prendre le micro pour faire une grosse publicité parce que moi je ne suis pas cyclotouriste pour un sou. J'utilise le vélo comme outil de déplacement et j'y suis allé pour la première fois de ma vie l'année dernière. J'ai trouvé ça fantastique. Donc vraiment, venez. Je propose qu'on y aille tous ensemble parce que c'est vraiment génial. Il y a de la musique, il y a beaucoup de monde, il y a plein de choses à acheter, c'est très rigolo, c'est vraiment fantastique. Vous n'allez pas être déçus. Il y a des conférences. Voilà. Il y a donc des séances, il y a 9 séances en tout d'une heure et demie où on projette des films, mais à côté il y a tout un tas d'autres choses. Il y a des stands, il y a toutes les associations de vélo. Vincent à vélo. Vincent à vélo. Oui, parce qu'en plus, c'est peut-être même le pont vers toi, parce que c'est chez toi en fait. Exactement. Voilà. Oui, effectivement. C'est avec la mairie de Vincennes. Voilà. Et d'ailleurs, on prévoit un atelier de réparation de vélo le dimanche, je crois. Avec Vincennes à vélo. Exactement. Pendant cet événement. Oui. Il y a une collaboration chez CCI Vincennes. Voilà. On connaît bien Sylvie Darnis et. Qui était l'ancienne présidente. Ah, qui était l'ancienne présidente. Oui. Je l'ignorais, je pensais qu'elle était toujours. Non, elle est. D'accord. Et qui est très sympa. Et en fait, Vincennes à vélo a été. Enfin, vous connaissez peut-être ou pas d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est pas tout près d'ici, Vincennes. En fait, c'est. Non, bah, c'est vrai, c'est quand même. Bon, ouais, bref. Bon. Et en fait, l'association a une quinzaine d'années, je crois, et elle était en veille pendant quelques années. Elle a été relancée à 3 ans. Et donc, depuis, on participe effectivement avec le CCI aux événements annuels. Et donc, on a un stand Vincennes à vélo et on a aussi un atelier de réparation de vélo. Donc, si vous venez à vélo et que vous avez une petite réparation à faire, n'hésitez pas, on y sera le dimanche. Ouais, génial. Alors, Franck-Olivier, merci encore d'être venu. Alors, je propose de faire ça en 3 parties, de parler d'abord un peu de toi, pour que les gens apprennent à te connaître, et puis un peu de l'état des lieux, le climat, les voitures, la situation qui nous préoccupe, et enfin de Respire en tant qu'opération pour faire quelque chose, et dans lequel tu joues le rôle de délégué général, et donc on aura l'occasion d'en parler. Et la première question que je voulais te poser, c'est ton nom, parce que tu as un nom qui m'a marqué, Toro. Oui. C'est quelle origine? Donc c'est d'origine espagnole. Donc mon papa est d'origine espagnole et pour partie corse, et ma mère est néerlandaise. Donc c'est un pays avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. Et parce que j'y suis allé beaucoup, et c'est ce qui m'a amené au vélo, hein, je ne le cache pas. Ah, et donc voilà, donc, les séjours aux Pays-Bas, en fait moi je suis quasiment né avec un vélo dans les pattes, comme tous les Hollandais. Je savais faire du vélo à 3 ou 4 ans, et pour moi c'est tellement naturel de monter sur un vélo et de faire du vélo, qu'on est tous, dans toute la famille, et bien évidemment, cyclistes. Donc que ce soit les parents, les frères, etc. Donc voilà, le vélo évidemment, le vélo était une évidence pour les Hollandais que nous sommes. Mais à cause ou grâce plutôt à ta maman ou parce que c'est elle qui a préconisé ça, on va dire. Non, pas préconisé, mais c'est vrai que c'était naturel chez eux, et comme c'était certainement très naturel pour ma mère, la question ne s'est pas posée. On est tous montés sur des vélos très vite. Alors ils ont fait l'erreur de nous mettre sur des vélos à roulettes, ce qui maintenant ne se fait plus beaucoup. Ouais. Mais bon, voilà. Mais on a quand même appris, et après, nous, on apprend à nos enfants avec les méthodes d'aujourd'hui. Hein, donc, c'est-à-dire sans roulette. Et tu étais seul en tant que gamin à vélo, ou est-ce que c'était vraiment l'exception hollandaise dans le coin, ou est-ce que déjà à l'époque, Non, à l'époque, il y avait, moi, j'ai été élevé à l'orée de la forêt de Compiègne, donc dans l'Oise. Et je suis né à Paris, mes parents ont déménagé, ils ont d'abord habité à Fontenay-sous-Bois, pendant quelques années, et après ils sont allés se mettre au vert à Compiègne, et ils se sont mis dans des lotissements construits dans les années 80, donc avec tous les mauvais côtés que ça, évidemment, hein. Donc étalement urbain, etc. Évidemment pas de piste cyclable, tout le monde a au moins 2 voitures devant chez lui, etc. Mais on a eu la chance d'être dans un environnement quand même assez préservé, et du coup en fait c'était assez facile de prendre son vélo, au moins dans le quartier, et pour faire les petites courses, etc. Donc on a été très vite mis à vélo, et on n'était pas les seuls non plus. Il y avait quand même quelques vélos, avec bien entendu une voiture quand même omniprésente, au moins garée partout, et qui servait pour faire les distances de plus de 2 km.
voilà. Et non, moi, ce qui m'a marqué, c'est quand je suis arrivé à Paris, il y a 20 ans, quand j'avais 20 ans, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Et en fait, là, par contre, j'étais un des seuls à vélo. Enfin, il y avait encore très très peu de gens à vélo. Et on passait pour des fous. Enfin, les gens me disaient, mais il faut être quand même fou pour faire du vélo à Paris, etc. Enfin, vous l'avez, j'imagine, tous plus ou moins expérimenté. Et je crois que, enfin, en tout cas, moi, j'ai vu l'arrivée du Vélib un peu comme une libération où en fait tout le monde s'est mis au vélo finalement. En 2007. 2007. Ouais. Et ça a été un accélérateur du vélo qui a été fantastique. Et avec évidemment tous les problèmes que ça a posé et tous les problèmes que ça pose encore. Parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui montent sur des vélos qui ne savent pas en faire. Donc ils prennent des risques, qui en font prendre aux autres. Mais enfin, pour moi, une voiture en moins et donc un vélo en plus, c'est toujours une bonne nouvelle. Donc voilà. C'est pour cette nouvelle que tu œuvres dans ton association Vélo à Vincennes. Alors, voilà. Mon parcours associatif, c'est donc arrivé à Vincennes en 2010. Je me suis dit que cette ville avait beaucoup de potentiel pour faire des trucs sur l'environnement, parce que moi, la planète est toute petite pour moi, même si elle a l'air très grande. Et c'est une petite maison qu'on a intérêt de préserver, parce que là, on est en train de la défoncer, et rien que de le dire comme ça m'émeut toujours, parce que je trouve ça d'une tristesse absolue. Donc la perte de la biodiversité, etc., etc. Et donc, bon, ça c'est un constat qu'on peut faire assez facilement. Et donc moi je me suis dit, soyons colibris, le café porte bien son nom, et faisons chacun notre part. Et donc moi j'ai décidé de faire ma part. Et donc je me suis dit, il faut faire des trucs sur le compostage, sur le jardinage, produire sa bouffe, etc. Sa nourriture, ses légumes. Et donc j'ai monté une association de jardins partagés qui s'appelle les Jardins Suspendus. C'est la première étape pour moi. Ça, c'est dans quelle année, ça ? Ça c'était en 2014. D'accord. Avec évidemment un cheminement avant, mais c'était la première brique. En fait, c'est un truc qui a cartonné parce qu'on a la chance d'avoir une grande parcelle. Vincennes c'est tout petit, hein. Vincennes c'est 50 000 habitants, 2 km². C'est 2 fois plus grand que notre ville. Ouais. Donc voilà, donc 25 000 habitants au kilomètre carré, ce qui est énorme, très dense, et très peu d'espace vert bien sûr, hormis le bois, mais le bois est à Paris. Et donc cette densité très minérale, etc. Et je me suis dit, il faut faire revenir la nature en ville, c'est très important. Et voilà. Et donc je suis allé voir la mairie en disant, voilà, il y a un terrain là qui est un peu terrain vague, qui n'en était pas vraiment un, mais qui était très mal utilisé. Et je suis allé voir la mairie tout seul. Oui, je suis allé voir la mairie tout seul. D'accord. Avec l'idée de monter une association. Oui, en fait, moi, je voulais faire du compostage à la base. Donc, je leur ai dit, pourquoi vous m'accompagnerez pas pour faire du compostage, du lombricompostage. Et ils m'ont dit, oh là là, le lombricompostage avec les petits verres là, c'est pas très sexy votre truc. Ouais. Donc, j'ai compris qu'ils étaient plus ou moins d'accord, mais qu'ils m'aideraient pas. D'accord. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver un autre axe. Et donc, du coup, et c'est ça qui est très important, je trouve. C'est qu'en fait, une fois qu'on trouve l'axe, on a gagné en fait. Enfin, et donc, un mois plus tard, je suis allé voir en disant, mais en fait, j'ai une autre idée, c'est de faire des jardins partagés ici, dans cet endroit-là. C'est un grand espace, c'est en hauteur, donc jardin suspendu, et c'est dégueulasse. Les gamins viennent avec leur McDo, ils laissent tout derrière eux, etc. Donc, franchement, on pourrait en faire quelque chose de mieux. Et là, ils m'ont dit, ah mais ça c'est génial, on y va, banco, on signe le mois prochain. Bon, évidemment, ils m'ont appelé en me disant, en fait, désolé, on a un projet immobilier à cet endroit-là, etc. Donc, ça tombe à l'eau. D'accord. Mais je me suis pas démotivé et je les ai rappelés en fait en leur disant, mais quand même, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose de ce lieu. Ouais. Et en fait, finalement, le projet immobilier, c'était compliqué, etc. Donc, ils nous ont dit, ok, allez, on y va, on le fait, soyons fous. Et donc, ils nous ont donné une parcelle de 4000 m² en plein centre-ville, donc c'est grand quand même, hein, en nous disant, on signe une convention et amusez-vous. Et alors évidemment, on est en plein centre-ville de Vincennes. Hein. Enfin, je sais pas si vous connaissez Vincennes. Venez nous voir d'ailleurs si vous venez au... Alors, oui, on est à Vol d'Oise, enfin, on est dans le prolongement de l'avenue du Château. Donc, on est à 200 mètres du château, 300 mètres du château, voilà. Dans le sens centre-ville. On est à côté de 1000 pages. On est en face de 1000 pages. C'est la librairie vincennoise très réputée.
Et donc on a commencé ça, et en fait, on est allé, on a continué à poser des briques en allant toujours plus loin. Donc littéralement de briques, non, pas littéralement, mais les briques, c'est-à-dire que voilà, exactement. Mais c'est très années 70, donc c'est très bétonné. Oui. Et effectivement, ils ont essayé de faire des trucs un peu jolis, mais maintenant c'est très moche, évidemment. Parce que bon, ce qu'on trouvait beau dans les années 70, on le trouve pas forcément beau aujourd'hui. On a des espèces de structures en béton, plus ou moins artistiques, qu'on s'est empressé quand même de faire détruire. Et donc voilà, la mairie nous a sécurisé le site, etc. Donc on a une clé pour entrer. Malheureusement, moi je voulais qu'on ouvre au maximum, mais on n'a pas pu le faire parce que en fait, dès qu'on laisse ouvert, eh ben, on se fait vandaliser. Moi, je voudrais comprendre, parce qu'une mairie ne donne pas comme ça un terrain si grand à une personne qui vient le voir pour dire tiens, j'aimerais bien. Comment tu as réussi à faire venir alors, bien sûr. Alors, donc, j'ai monté un projet avec un PowerPoint, ça ils aiment bien, hein, faut pas se mentir, en disant voilà ce qu'il y a aujourd'hui et voilà ce qu'on va faire. D'accord. Donc, on va vous faire des parcelles, etc. Et donc j'avais identifié qu'on pouvait leur faire, on l'a fait à 2 le projet, donc 70 parcelles de 20 mètres carrés, c'est énorme. Et voilà. Ouais. Et donc on a donné un coup d'accélérateur à la journée des associations, et donc on a pris un stand sans prévenir personne, enfin sauf la mairie, et on a eu un stand à la journée des assos, et les gens sont venus nous voir un peu par curiosité en disant tiens, et après il y a eu bouche à oreille, et pendant la journée en fait on a rempli quasiment l'espace, donc 70 parcelles, je pense que dans une journée on en avait donné 50 quoi. C'est énorme, voilà. Donc c'est assez rigolo. Ouais. Et donc voilà. Et donc bon, pour terminer sur les jardins suspendus, parce qu'on n'est pas vraiment sur la thématique, mais ça peut vous donner un peu l'idée de ce qu'on peut faire, parce qu'en fait on peut faire énormément. Et ça c'est ce que j'ai envie de dire tout le temps. C'est ce que je dis aux adhérents de l'asso. Donc aujourd'hui on a à peu près 400 adhérents. On a 80 parcelles sur cet espace-là. On a 2 autres jardins que la mairie enfin 2 autres espaces que la mairie nous a confiés, qui sont évidemment plus petits. Et qu'en fait les mairies en général aiment quand on vient leur proposer des projets, parce que ça veut dire qu'on aime notre ville. Et ça, ils apprécient. Enfin, on peut pas être. Si on est maire, c'est qu'on aime un minimum sa ville. Enfin, après, j'ai des contre-exemples. Hein. Quand vous allez à la Courneuve, vous vous demandez comment le maire aime sa ville et comment les habitants aiment leur ville, et c'est très compliqué. Mais en tout cas, une ville comme Vincennes, c'est voilà. Bon, et pardon, je voulais blesser personne. Hein. Je ne veux blesser personne. Encore une fois, Vincennes, c'est vrai que c'est une ville un peu bourgeoise, proprette, etc. Mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est propre et que, enfin entre guillemets, hein, évidemment, c'est que il y a plein de choses à faire, parce qu'il faut déminéraliser, il faut remettre de la végétalisation, de la nature, etc. Mais globalement, on est dans une ville où il y a une espèce de savoir-vivre à peu près. Bon, après, il y a d'autres nuisances. Il y a les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ont des grosses bagnoles et qui nous font chier. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Alors, question. Dans ce qu'on avait discuté, c'est que tu m'as parlé d'un collectif Vincennes en transition. Oui. Moi, ce que j'en sais, c'est qu'il y a des villes en transition. Il y a une association à Fontenay-Rose qui est en train de se monter, qui s'appelle Fontenay Environnement et Transition. Qu'est-ce que c'est, ces villes en transition? Alors, vous avez peut-être ou pas vu le film Demain. D'ailleurs, la suite va sortir bientôt, je crois. Moi, je l'ai vu il y a quelques temps parce que j'ai eu la chance d'avoir été invité pour le regarder. Et donc Demain, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film qui donne la patate quand même. Hein. On se dit waouh, c'est cool, on va pouvoir changer le monde, enfin. Il était temps. Et bon, après, la réalité est un peu plus compliquée. Mais en fait, en ayant vu ce film, avec quelques-uns, on s'est dit bon, allez, maintenant, il faut qu'on se bouge un peu le cul. Moi, mon truc, les jardins suspendus, c'est sympa. Toi, ton AMAP, c'est sympa. Il manque une assoce de vélo. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ou en tout cas, il manque une assoce qui revive. Il manque tel asso qui fasse ci, etc. Et donc, à 3, on s'est dit, ok, pourquoi on ne montrait pas Vincennes en transition? Parce que après tout, c'est la ville résiliente, décarbonée. C'est ça les caractéristiques c'est la caractéristique. Mais qui sont écrites dans une sorte de charte. C'est un peu le bordel quand même, mais c'est sympathique. Okay. Ça veut dire que chacun peut en fait s'en emparer, mais on fait un peu ce qu'on veut entre guillemets tant que c'est dans la transition. Dans la transition, c'est les incroyables comestibles, c'est développer le vélo, c'est développer les circuits courts, c'est en fait limiter le plus possible le pétrole qui tend à disparaître, puisque en fait maintenant il y a pas mal de théoriciens de l'effondrement, de collapsologues qui nous expliquent que
le pétrole, c'est pas qu'il va plus exister, c'est que le pétrole pas cher va finir par disparaître. Et il restera le pétrole cher et dégueulasse et qui polluera encore plus. Et voilà. Donc, pendant qu'on peut encore le faire, et en fait, moi je suis convaincu, mais après j'en parle avec des gens qui me disent, qui se sont intéressés à la collapsologie il y a 10 ans, qui me disent ça fait 20 ans qu'on en parle et finalement ça n'arrive pas, donc on trouvera des solutions, etc. Machin. Non, tout va pas bien, mais tout va pas si mal que ça à ce niveau-là. Moi je suis convaincu que c'est l'inverse qui se passe et que effectivement le pétrole va venir en manquer et qu'on a déjà les effets, les effets pervers du changement climatique. C'est tout le monde qui se bouscule à la porte de l'Europe en disant les gars, nous on aimerait bien avoir un peu de votre richesse. Et bon, on leur a montré pendant des années qu'on avait tout ce pouvoir-là, donc moi je trouve ça normal qu'ils viennent maintenant nous demander un peu leur part. Mais bon, c'est un autre débat. Alors oui, justement, avant d'aborder ça, juste quelques mots sur Vincennes à vélo, parce que tu es président fondateur des Jardins Suspendus de Vincennes, membre du bureau de Vincennes à vélo. Alors, ça marche bien ça marche très très bien. Alors Vincennes à vélo, ça existait bien avant que j'arrive. Et alors pour la petite histoire rigolote, c'est que ça a été monté par un gars qui s'appelle Hervé Fagard, que je connaissais ni d'avant, qui a déménagé un jour. Et en fait, à un moment donné, on était invité à une soirée avec des copains, et puis il y a un gars, un cycliste que je connaissais un peu, et je lui dis mais pourquoi tu remonterais pas Vincennes à vélo? Et il me dit attends, faut que j'en parle avec ma femme. Je dis bah attends, on va aller la voir tout de suite ta femme. Et donc je suis allé la voir en disant bonjour, on se connaît pas encore. Voilà, moi j'ai monté une asso, j'ai pas envie d'en monter 10 000. J'en ai monté une qui marche très bien, qui m'occupe beaucoup. Mais je crois que ton mari il a envie de faire des trucs là. Donc t'es d'accord? Elle dit bah oui, ça lui prend pas trop de temps. Ah voilà, tu vois. Donc ta femme est d'accord. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as convaincu sa femme pour lui. En fait. Exactement. Et bon, je sentais qu'il avait envie de le faire, mais ça aurait pu traîner un peu plus quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Et donc voilà. Donc Vincennes à vélo a redémarré un peu. Alors je vais pas te dire que c'est grâce à moi, parce qu'évidemment si il n'avait pas voulu, si machin, etc. Mais j'ai juste donné la petite étincelle. Et ça c'est un truc que j'aime bien faire, c'est donner impulsion pour que ça parte. Et après, les gens s'emparent du sujet et on y va et ça roule tout seul. Donc voilà. Donc bon alors après, il se trouve qu'il m'a demandé d'être membre du bureau. Ce que j'ai accepté. Après, j'ai volontairement, je voulais pas avoir de rôle trop important parce que je pense il faut que la démocratie aussi se fasse dans les assos et ça se fait avant tout dans les assos et que moi je veux absolument pas être omniprésent dans toutes les associations de Vincennes. Donc même si je le suis dans le fond, mais je veux pas avoir trop de pouvoir, voilà. Et donc Vincennes à vélo a recommencé comme ça il y a 3 ans. Voilà, on recommence tranquillement. Je pense qu'on est une 80 adhérents, ou on est un peu plus de 80 adhérents. À peu près notre taille, le phare à vélo. Voilà, Ouais. ce qui est bien et pas, trop peu et bien. Enfin, je sais pas. Bon. Et en fait, ce qui est très bien, c'est que comme on connaît bien la mairie, parce que moi je la connais avec mes jardins et qu'ils savent que je suis quelqu'un de sérieux, parce que ça fait déjà un certain nombre d'années que je m'occupe de ça et que dès qu'ils ont un problème, ils m'appellent. Enfin. Voilà, moi j'appelle la maire directement, elle m'appelle directement, donc c'est assez fluide. Même si c'est des gens qui sont quand même plutôt de droite, et ce qui n'est pas tout à fait mon orientation politique, mais pour ça c'est un autre débat. Et en tout cas, on s'est toujours parlé de manière constructive, et que moi, quand il y a un sujet sur lequel il y a une discussion où il faut qu'on avance, je suis toujours d'accord pour dire ok, posons-nous, réfléchissons à ce qu'on peut faire de mieux. Et donc évidemment, la mairie de Vincennes nous a tout de suite très bien accueillis en tant qu'association de cyclistes. Et en nous disant, nous on est d'accord pour travailler avec vous, donc voyons-nous régulièrement et faisons le tour de ce qu'il faut faire dans la ville. Donc les jardins, les vélos, la transition, même une microbrasserie de bière que tu as risqué. Je suis pas allé jusqu'au bout du projet parce que ça faisait un peu beaucoup, mais voilà, ça c'était mon projet professionnel que je voulais monter et qui n'a pas été jusqu'au bout parce que j'ai pas été. Enfin bon voilà, après c'était assez simple de faire ça parce que la map me la réclamait, etc. Donc ça aurait pu être assez simple de lancer ce projet, mais ça me paraissait un peu compliqué pour plein d'autres raisons. Là c'est donc devenu plutôt respire, c'est tout ton temps, ou une grande partie de ton temps va à respire. Juste avant de parler de ça, voilà, je voulais parler de la situation actuelle. Nous sommes la veille de la grande marche pour le climat, demain, le 8 décembre 2018. C'est quoi la situation aujourd'hui ? Pour moi, elle est catastrophique quand même. Hein. Ouais. On n'a pas encore pris la mesure. Enfin, nous, on l'a peut-être prise, mais je pense que le grand public n'a peut-être pas encore pris complètement la mesure de ce qui est en train de se passer.
On n'a plus le temps de se dire qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine, est-ce qu'on va faire une taxe sur le diesel ou pas. Alors nous, au titre de Respire, on est tout à fait favorable à ce qu'il y ait une taxe sur le diesel qui soit équivalente à la taxe sur les autres produits pétroliers, dont l'essence. Et en tout cas, qu'il n'y ait plus cette niche fiscale qui a été donnée au diesel pendant très longtemps, pendant trop longtemps. Le diesel, il faut savoir que c'est toxique en ville. C'est toxique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est-à-dire que c'est pas toxique partout. C'est pas toxique partout. En fait, le diesel, il a des avantages. Par exemple, pour faire des longs trajets. Quand vous faites des longues distances, le diesel, il a un avantage, c'est qu'il a un filtre à particules qui se met en route tout le temps, mais qui fait mieux son boulot à partir d'une certaine température, quand il atteint une certaine température. Et donc, en fait, sur des trajets de 2 ou 3 km, il n'a pas le temps de se mettre en route. Et en fait, là, vous respirez toutes les saloperies du monde, et même avec des nouveaux moteurs diesel, parce que les dieselistes n'arrêtent pas de nous dire, mais grâce à nos nouveaux moteurs, nos diesels sont propres. Et donc, la meilleure preuve, c'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à mesurer les particules. Et en fait, là où on est en train de se faire enfumer complètement la gueule, c'est que les particules sont de plus en plus fines. Et en fait, on n'arrive pas à les mesurer parce qu'elles sont tellement fines qu'on n'arrive pas à les mesurer. Et donc, l'extrême toxicité de ces particules fines, c'est qu'elles rentrent encore plus profondément dans l'organisme. Et elles vont plus que dans les poumons, mais elles rentrent maintenant dans le sang, etc. Et c'est ce qui cause maintenant d'autres maladies auxquelles on était moins habitués. Mais tu dis, c'est-à-dire la communauté scientifique n'arrive pas à les mesurer, je veux dire, Si, bien sûr. Sauf qu'il n'y a pas de station de mesure aujourd'hui qui viennent mesurer. Donc scientifiquement on peut, bien sûr. Mais les pouvoirs publics ne mesurent pas. Non. C'est ça. C'est ça le problème. Voilà. Donc on ne sait pas si c'est une vraie volonté de ne pas les mesurer. Bon. Ça, c'est encore. Je veux pas du tout rentrer dans les théories du complot, c'est pas du tout mon genre, mais c'est vrai qu'à un moment donné, on peut quand même se poser la question. Pourquoi on mesure pas les particules très fines? Alors, pour la petite histoire, on était invité avec un groupe donc avec un autre associatif, Val-de-Marne en transition, et un scientifique et 2 médecins. On était invités par le ministère de la Transition écologique et MTES, je sais plus, et solidaire, pardon. Et donc, évidemment, on n'a pas rencontré François de Rugy, qui a certainement d'autres chats à fouetter, mais on a rencontré ces deux de ses chefs de cabinet. Et j'ai été absolument effaré de voir à quel point la technocratie, cette technocratie-là en tout cas, n'avait aucun intérêt pour le vélo. Alors, mais vraiment aucun. C'est-à-dire que à un moment donné, je leur ai dit, ok les gars, mais la prime à la conversion, c'est bien, mais échanger des voitures contre des voitures, c'est une connerie. Échanger des diesels vieux contre des diesels nouveaux, c'est une connerie. Et ils nous ont dit, ouais, mais attendez, mais vous n'êtes pas en train de nous proposer la solution vélo, là? Bah, si, mais pas partout. Mais si, en ville, oui. Ah non, mais le vélo, non. Le vélo, c'est pas une solution. Alors, ça veut pas dire que le ministère des Transports ne s'intéresse pas à cette question. Hein. Mais en tout cas, au ministère de la Transition écologique et solidaire, le vélo, pour eux, ce n'est pas une solution. Et que s'ils continuent à mettre, alors je veux pas faire mon gilet jaune, hein, mais s'ils continuent à mettre du diesel dans la prime à la conversion, c'est... Alors, premier argument, ça a une vocation sociale, ce qui peut a priori être entendable. Deuxième argument qui est absolument inentendable, c'est que ça crée de l'emploi. Ou en tout cas, ça en détruit moins. Ça, c'est inentendable. C'est du chantage à l'emploi, ce n'est rien d'autre. Excuse-moi, juste pour, avant d'avancer sur ça, parce que ça c'est le gros sujet, les constructeurs automobiles, on a eu le scandale Volkswagen qui triche avec ses moteurs pour qu'on ne puisse pas mesurer la pollution réelle de ces moteurs. Voilà, ça m'a beaucoup choqué. J'ai lu un article récemment dans le journal qui disait que les 5 constructeurs principaux le font toujours. Mais littéralement, c'est noir sur blanc dans la presse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui se fait au niveau associatif, au niveau citoyen pour agir contre ce scandale? Alors, en France, c'est compliqué. Il y a eu effectivement des procès qui ont été menés aux États-Unis où Volkswagen a dû payer des milliards de dollars en rappelant les véhicules, donc pour eux c'est une perte énorme, mais bon, ça ne les empêche pas de continuer à vendre des bagnoles et à s'enrichir. Hein. En Allemagne, ça a aussi eu des effets positifs, puisque Volkswagen a dû payer. En France, il faut croire que la justice est un peu lente. Et puis, il y a un autre souci, c'est que la justice est peut-être,
Là, je dis, c'est un grand peut-être. Peut-être pas si indépendante que ça. Parce qu'effectivement, on a aujourd'hui des constructeurs français qui ont sciemment triché, hein, donc PSA, Renault, et qui continuent à tricher, et en toute impunité. Alors, nous, effectivement, société civile, on a une responsabilité là-dedans, mais c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas que les class action soient... Alors, c'est un peu compliqué encore, et moi, je ne suis pas juriste, donc... Class action, c'est-à-dire c'est regroupement de citoyens pour porter plainte, action de groupe, pour porter plainte contre des... Oui. Non, simplement, ce que vous dites, j'entends bien. C'est-à-dire que tous ces véhicules hyper polluants, ils ne sont pas jetés, ils vont en Afrique, en Amérique centrale. Donc pour la planète globale, il y a autant de pollution. On a simplement déplacé le lieu de pollution. Mais on n'a pas gagné la pollution. C'est clair. Ah non, mais j'ai aucun sujet là-dessus. Pour moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. On peut déplacer. Ah, bien sûr. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'avoir un véhicule diesel de 2018 ou avoir un véhicule diesel de 1995, c'est la même pollution? Non, c'est la même pollution. C'est-à-dire que d'un côté, vous allez avoir des grosses particules bien dégueulasses sur le vieux véhicule diesel qui va faire une fumée noire quand il va démarrer. Mais qui rentreront pas dans les poumons. Mais si, ils rendent les poumons ceux-là quand même. Mais on les crache. Oui, voilà. Voilà. Et les particules ultra fines qu'on ne sent pas, qu'on ne voit pas, et qui sont beaucoup plus dangereuses. Enfin, qui sont peut-être pas beaucoup plus dangereuses, mais qui sont au moins aussi dangereuses. Et dans l'essence, c'est pas le cas? Alors dans l'essence, il y en a aussi. Ah non, mais de toute façon, il n'y a pas de bonne solution pour la bagnole, hein, ça, parce que l'électrique pose aussi plein de problèmes. Le seul avantage de l'électrique, c'est qu'effectivement, en ville, il pollue très peu. Puisqu'en fait, il y a des particules qui sont émises par le freinage, mais globalement, vous n'avez pas le moteur à essence qui fait sa combustion, etc. La pollution, là, pour le coup, elle est complètement déplacée dans les pays où sont extraits les matériaux rares. Donc en fait, le sujet, c'est pas de dire il faut changer tout le parc de voitures par d'autres voitures. Le sujet, c'est de dire il faut arrêter de se servir de la voiture quand on n'est pas obligé de s'en servir. C'est ça, en fait, le sujet. C'est qu'il faut laisser sa voiture... il faut partager sa voiture. Moi, je le sais d'autant plus que j'ai une voiture. C'est un héritage que j'ai eu, ce qui est un peu... Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs que je l'ai toujours, parce que en fait, la voiture existe toujours, elle m'appartient plus ou moins, parce que la carte grise n'est pas à mon nom, mais en tout cas, on me l'a donnée. Et donc, je l'ai depuis quelques années. Et donc je m'en sers peut-être une fois tous les 2-3 mois, donc très peu. Mais je la prête. Je la prête à mes voisins quand ils en ont besoin. Je la prête aux gens de mon asso, etc. Partage. Et donc elle tourne un petit peu. Et en tout cas, moi, quand quelqu'un me dit j'ai pas de voiture, je dis ah mais moi j'ai une voiture, je te la prête quand tu veux. Toujours. C'est un truc pour moi, c'est un truc voilà. La voiture, c'est un truc qui doit circuler, c'est un truc qui doit se prêter, et c'est un truc qui doit se partager. Et nous. Notre lutte à Respire, c'est pas contre la bagnole, c'est contre l'autosolisme. C'est les gens qui sont seuls dans la voiture, qui fait 1,5, 2 tonnes, 3 tonnes. Et ça n'a aucun sens. Après, évidemment qu'on a besoin de voiture. Enfin, il faut pas se cacher. Voilà, on a besoin de voiture pour se déplacer, pour parfois se déplacer loin, etc. Surtout que malheureusement, la France a complètement abandonné ses transports en commun, notamment le train, les petites lignes, merci, au profit des LGV, donc des lignes à grande vitesse, parce que c'était très prestigieux de montrer à l'export tout ce qu'on savait faire, on va très vite, etc. Donc on a arrêté d'investir dans les petites lignes pour faire des grandes lignes de train qui vont très vite. Avec les effets complètement pourris qu'on a, hein. C'est-à-dire que maintenant on a des villes comme Bordeaux où les gens font le trajet en 4 heures, donc ils achètent une maison à Bordeaux avec l'argent, enfin ça n'a aucun sens, franchement. Et c'est malheureusement c'est 30 ans de gouvernance de technocrates qui ne comprennent rien à rien. Oui. Ça a quand même supprimé des trajets en avion interne en France. Moi, je pense qu'on supprime les lignes intérieures au lieu des TGV que des vols intérieurs. Oui. Je suis d'accord avec Hélène. Oui. Objectivement, oui. Je sais pas si on a supprimé tant de vols intérieurs. Je ne sais pas les chiffres. Paris-Lyon n'existe plus quasiment. Comment? Paris-Lyon n'existe plus. Paris-Lyon n'existe plus. Oui, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que ça paraît tellement logique, mais c'est vrai. Oui. Bon. Merde. Enfin, je crois pas que le transport aérien au départ de Paris et au départ de toutes d'ailleurs les villes qui accueillent des avions, je pense pas qu'il ait diminué en 20 ans. Donc alors. Est-ce que c'est énervé que... Ah non mais je parle pas de l'intérieur. Pardon. Oui, pardon. Si vous permettez, je voudrais s'il vous plaît que vous preniez le biais de Respire. Oui. Qu'est-ce que vous faites donc, Justement, on allait y venir, oui. Quel est l'objectif pour commencer? Alors nous, on est l'association de l'amélioration de la qualité de l'air.
Donc c'est pour ça aussi que je vous parle de tout ça, c'est qu'effectivement on s'intéresse à la qualité de l'air. Donc qui dit qualité de l'air, dit déjà on s'intéresse au transport. Et on s'intéresse bien sûr aussi au chauffage, puisque la qualité de l'air, c'est pas que la voiture. C'est donc en ville, hein, c'est transport, chauffage. C'est les deux principales sources. Donc transport, vous avez les camions, les voitures, le machin. Et chauffage, vous avez le chauffage au fioul et les cheminées, qui je pense ici doit y en avoir encore un petit peu. Oui, il fait chaud ici dans la pièce. Non, ici dans la pièce non, mais je pense à Fontenay-aux-Roses, il doit y avoir encore quelques pavillons avec des cheminées à foyer ouvert. Oui. Ça c'est pour les villes, c'est une catastrophe. Les cheminées à foyer ouvert, c'est toxique, au même titre que les diesels, etc. C'est qu'on se dit, c'est cool, on fait brûler du bois, c'est plutôt bien. C'est la restitution, hein, donc le bois il pousse, il prend le carbone et puis il le rejette quand il... Voilà. Sauf que si vous faites un feu de cheminée à foyer ouvert, ça va rejeter plein de particules à l'atmosphère. Je crois que le rendement il est d'à peu près 20% sur du foyer ouvert. Donc ça veut dire que calorifiquement, ça n'a aucun intérêt. Hein. Après, si vous faites une flambée une fois par an, bon, c'est très polluant, mais si vous le faites une fois par an, vous le faites une fois par an. Donc évidemment, absolument avoir ça en tête, c'est qu'il faut que la région fasse un grand plan d'investissement. Ils ont commencé à le faire en Essonne, pour que les gens passent sur des poêles à pellet, mais des poêles à bois aussi, hein, c'est possible. Et l'action de Respire par rapport à ça, est-ce que vous accompagnez par exemple les collectivités? Alors, pas encore. En fait, alors, pour vous faire la faire courte, Respire existe depuis 2011, donc on est une association quand même assez jeune, et a été créée par quelqu'un qui s'appelle Sébastien Vray, qui est toujours plus ou moins d'ailleurs, qui est jamais loin. Et donc on est une petite association, il y a à peu près 200 membres je crois, donc dont 5 membres très actifs, dont j'ai fait partie. Et maintenant j'ai eu la chance d'être le premier salarié de l'association, donc depuis octobre 2018, donc c'est très récent. Et justement, voilà, et mon rôle c'est délégué général, donc je m'occupe de toute l'activité de l'asso. Enfin, c'est-à-dire de tout ce que les autres n'ont pas le temps de faire. Donc c'est plutôt de l'activité quotidienne, évidemment. Hein. C'est d'envoyer des mails, c'est d'aller prendre des rendez-vous avec un tel pour aller demander des subventions, etc. Parce que, évidemment, notre asso, comme vous pouvez l'imaginer peut-être, donc on est subventionné. Pour l'instant, on a une subvention de 6 mois. On espère avoir une autre subvention de 6 mois pour mon poste. Et puis après, on espère avoir d'autres subventions aussi pour pouvoir un jour peut-être créer un deuxième poste, puis un troisième poste, etc. Mais ça, bon, on verra bien comment on va réussir à pérenniser l'activité de l'asso. Alors, l'activité de l'asso, il y a une part de plaidoyer, donc d'expliquer, de faire la pédagogie, de dire la qualité de l'air qu'on respire, elle est mauvaise, elle est dangereuse. Les pouvoirs publics ne font pas le boulot. Qui est de nous protéger contre ça. Une veille sanitaire. Il y a une veille sanitaire et surtout de déplorer un scandale sanitaire qui est en cours. Il y a un scandale sanitaire en cours aujourd'hui et les pouvoirs publics n'en prennent pas la mesure. Enfin, et donc, nous, on voudrait qu'ils en prennent plus la mesure. Et donc, notre rôle, c'est ça aussi, hein, c'est d'aller les voir en leur disant il y a des choses à faire. Vous pouvez peut-être pas tout faire, mais il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à mettre en place. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, par exemple? Alors, donc, nous, on travaille beaucoup avec les mairies qui mettent des choses en place. Donc, évidemment, on travaille beaucoup avec la mairie de Paris, qui a été une des pionnières en Ile-de-France. Alors, évidemment, il y a d'autres villes, hein, il y a Grenoble, il se passe d'autres choses, bien sûr, en France. Mais en tout cas, en région parisienne, c'est quand même Paris qui nous a intéressés très vite, parce que Paris, ils ont mis des choses en place, notamment depuis le mandat de Anne Hidalgo, pour améliorer quand même la qualité de l'air et pour sortir la voiture. Donc mise en place de la ZFE, qu'on a appelée d'abord ZCR, ZFE, donc zone à faible émission, qui pour nous est un premier pas très engageant. C'est-à-dire qu'on va commencer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est la ZFE. Non, voilà. Si tu peux l'expliquer. Donc zone à faible émission, ça veut dire qu'il y a 4 niveaux de critères. Donc vous avez des critères, le critère 1, 2, 3, 4, 5. Quand la ZFE est mise en place, le critère 5, il saute déjà immédiatement. Donc ça veut dire que les véhicules diesel de 2008, je crois, n'ont plus le droit de rentrer dans la ville. Définitivement. Définitivement. Ils n'ont pas le droit. Quel que soit le jour, le pic de pollution, etc., c'est out. Deuxième étape, donc critère 4. Donc là, c'est les véhicules de telle année, etc., etc. Dans le temps, c'est-à-dire deuxième étape Alors, écoutez, je crois que la deuxième étape, c'est juillet 2019. D'accord, ok. Donc là, ça sera critère 4.
Et en fait, c'est tout ça pour arriver à 2024. Ouais. Donc on évacue complètement les diesels de la ville, de Paris. Et 2030, tous les véhicules thermiques. C'est un outil nécessaire pour arriver à voilà, sortir, à terminer la phase diesel. Oui, c'est nécessaire et il semblerait que ce soit plus juste aussi que le péage urbain. Parce que le péage, en fait, les villes se posent la question de prendre, est-ce qu'on prend le péage urbain ou est-ce qu'on prend la ZFE? Et le péage urbain, ça a ça d'injuste, c'est que en fait, si vous êtes riche, vous allez pouvoir continuer à rouler avec votre voiture qui pollue à mort dans la ville. Or, la ZFE, c'est pas la richesse qui fait ça, même si il y a un lien de cause à effet, puisque pour avoir aujourd'hui un véhicule électrique, il faut quand même avoir un certain pouvoir d'achat. Donc, mais bon, mais le tri se fera pas quand même sur la richesse des gens, il se fera aussi sur la possibilité des gens ou leur volonté d'avoir passé le pas aussi de sortir du diesel, parce qu'en fait le diesel, ça fait longtemps qu'on sait que ça pollue. Moi je suis toujours étonné quand les gens me disent ah bon, mais le diesel ça pollue plus que... Alors c'est vrai que je travaille dedans, donc c'est plus facile. Et quand on parle de la zone à faible émission qui vient d'être instaurée, ou en tout cas qui va être instaurée, ça a été décidé, si j'ai bien compris, à l'intérieur de l'A86. Oui. J'ai entendu le maire de Clamart dire que c'est une zone de fausse écologie. Il a dit ZFE, ça ne veut pas dire zone à faible émission, mais une zone de fausse écologie, parce que ce n'est pas possible de faire ça comme ça. Comment il faut... Hein? Écologie, il a joué sur le mot. Mais... Voilà, il jouait sur le mot, il a dit que c'est une zone de fausse écologie. C'est trop rapide, on ne peut pas faire ça comme ça. Comment, en tant que citoyen, réagir face à ces déclarations, alors qu'il semble s'agir d'une méthode nécessaire pour arriver à sortir le diesel de la ville qui pollue nos poumons trop. Tout à fait. Pour moi, on est plus dans la mesurette que... Non, j'exagère un peu, parce que c'est vrai que c'est une vraie mesure, mais évidemment, pour moi, c'est un premier pas, la ZFE, et surtout la ZFE telle qu'elle est dans son premier stade, hein, donc... où il n'y a que les diesels les plus polluants. Et il y a une chose qui nous choque déjà, nous, en tant que Respire, c'est que les diesels peuvent rentrer dans les critères 2. Donc ça veut dire que les diesels vont continuer à nous polluer encore pendant longtemps. D'accord. Et ça a une mesure. Donc on a demandé au ministère de la Transition écologique de retirer, et qu'ils n'ont pas accepté, soi-disant, pour des problématiques sociales. Ce qui est faux, hein, mais bon. En tout cas, c'est ce qui a été forcé. Donc évidemment, notre rôle aussi, en tant que Respire, c'est d'aller voir les mairies de la métropole du Grand Paris, qu'on appelle MGP, et donc Clamart en fait partie, pour leur dire, maintenant, la ZFE, il faut y aller. Il faut arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, que c'est trop court, que ceci, que cela. Vous avez eu 30 ans pour faire des choses, maintenant, il faut quand même se mettre un peu au boulot, et il faut sortir la voiture de la ville. Parce que, en fait, les voitures n'ont rien à faire en ville, et surtout les voitures qui polluent. Et donc, notre rôle, c'est aussi d'aller voir les maires, les responsables les présidents de communautés de... Alors comment on appelle ça? Communautés de communes, des territoires, pardon, merci. Des territoires, parce que maintenant ça s'est organisé en territoire, et donc de les pousser à aller là-dessus. Et justement, ça nous intéresse en tant qu'habitants de Fontenay-Rose. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire par rapport à notre propre mairie, par exemple? Quelles sont ses obligations? Qu'est-ce qu'il faut voir avec lui pour qu'il les mette en œuvre, pour qu'il fasse les bonnes choses au bon moment, pour qu'on puisse mettre la ZFE en place? Exactement. En fait, il faut que vous alliez voir votre maire en lui demandant de prendre un arrêté municipal, parce qu'en fait, chaque mairie doit prendre un arrêté municipal pour mettre en place cette ZFE. S'il ne prend pas l'arrêté, elle n'est pas mise en place. Et donc, je ne sais pas comment est votre maire sur la question de... Mais bon, il faut les bousculer un peu, hein. Il faut le prendre quand? C'est pas drôle parce qu'il nous donne des possibilités intéressantes et des ouvertures intéressantes. Non, mais... Parce que là, il faut que vous sachiez qu'autour de cette table, il y a toutes les tendances. Ce qui est très bien. C'est extrêmement intéressant. Mais ce que je veux dire, c'est important, effectivement, que de savoir qu'on peut dire ça aux maires. Déjà en termes... Ouais. Non, mais on a le droit quand même de sourire. Non, bien sûr. Et moi, et bien sûr.
Complètement. Et moi, je rigole volontiers aussi avec vous et il n'y a aucun problème. Mais Hein. justement, juste en termes de temps, parce que je suis très concret. Oui, pardon. Est-ce que, par rapport aux décisions qui ont été prises, est-ce qu'il faut écrire cette lettre maintenant, ou est-ce qu'il faut qu'on attende qu'une décision soit entérinée, ou est-ce qu'on peut déjà lui écrire, Monsieur le maire, ça nous intéresse pour notre santé. Allez-y maintenant. Allez-y maintenant. D'accord, ok. En fait, Patrick Ollier, président de la MGP, donc et ça a été en fait, donc il y a eu un vote qui a eu lieu le 12 novembre. Donc la MGP a décidé de mettre en place la ZFE. Alors le calendrier, il est un tout petit peu flexible, on va dire, pour ne pas dire autre chose. Mais en tout cas, ils veulent la mettre en place à partir de juillet 2019. Alors c'est un vœu pieux parce que évidemment la MGP dit il faudrait le mettre en place. Enfin nous on prend le vœu de dire et en fait il y a eu un vote qui a eu lieu au sein de la MGP et le vote a été majoritairement pour cette mise en place de la ZFE, ce qui est un très bon signal quand même. Hein. Donc effectivement la deuxième étape, la prochaine étape, et moi j'ai appelé ma mère tout de suite en lui disant voilà Charlotte, vous êtes au courant que machin. Elle m'a dit mais moi vous savez je suis très très favorable à la mise en place du ZFE, au contraire il faut que ça aille, il faut qu'on aille très vite là-dessus, il faut qu'on aille aussi vite que Paris. Et alors que j'étais très étonné par ça, parce que je m'étais déjà accroché plus ou moins avec elle, avec le sourire bien sûr, mais elle m'avait dit, oui, alors oui, il faut que je vous dise aussi, excusez-moi je fais des digressions, mais Vincennes est une des premières villes à avoir rendu le stationnement payant pour les 2 roues motorisés. Ah, mais ça, Et en fait, moi j'ai appelé la maire, quand j'ai su qu'il y avait ce projet-là, je l'ai appelé tout de suite en lui disant, nous on vous soutient en tant que Respire, et on ira faire une manif contre les motards en colère. Enfin, on ira faire une manif le même jour, et on ira distribuer des tracts en expliquant pourquoi c'est bien le stationnement, le stationnement payant des 2 roues motorisés. Et donc, évidemment, j'ai pas fait ça gratuitement. J'ai fait ça en me disant, elle me doit quelque chose. Parce que les motards sont allés les faire chier. Et nous, on est allé dire aux gens, voilà, les motards, ils doivent payer, etc. C'est normal. Et finalement, il y a eu 2 manifs de motards. Ils ont dégradé un petit peu l'hôtel de ville de Vincennes. Enfin, ils ont mis des autocollants très, très difficiles à enlever. Donc, ils ont dû faire venir des sociétés pour enlever les autocollants, etc. Mais maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a eu une évaporation de motos, on les voit plus. Enfin, voilà, parce qu'évidemment, ils sont bien ailleurs. Hein. il n'y en a plus du tout. Ouais. Il y a quasiment plus. Ouais, d'accord. Et ils n'avaient pas envie de payer. Donc, alors après, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ouais, ils vont où c'est quoi Et je sais pas. Je sais pas. Aucune idée. Ouais. Peut-être, mais bon, écoutez, c'est aux villes d'à côté après de prendre aussi les mesures. Hein. Si on est en zone ZFE et qu'on a une voiture pour faire des longs trajets, comment on utilise du coup sa ville dans la voiture du coup ? Sa voiture dans la ville ? Sa ville dans la voiture ? Ouais, enfin la voiture dans la ville, oui. Comment on l'utilise ? Comment on la parque ? Comment quoi ? En fait, de ce que je comprends, la ZFE, elle a pour vocation d'interdire de la voiture dans la ville. Alors si on en a une et qu'on veut s'en servir pour faire des longs trajets, elle devient quoi la voiture ? Et comment la personne peut partir de chez elle pour aller quelque part ? Alors, il y a des voitures qui rentreront dans la ZFE de toute façon, puisque les voitures électriques déjà, et les voitures critère 1, critère 2, non critère 1, oui effectivement, dans Paris, dans la zone ZFE critère 1, il n'y aura plus de voitures thermiques. Bah, je sais pas, il faudra louer des voitures, je sais pas, moi j'ai pas de solution. On va prendre le train, il faudra... C'est intéressant quand même. Aujourd'hui on... La ZFE qui est prévue, c'est pendant la semaine, mais le soir et le week-end, on pourra prendre des voitures polluantes. Dans la ZFE, c'est pour les jours de 8h du matin, j'arrondis, midi, 8h, 20h, et le soir et le week-end, on pourra aller en week-end ou partir avec la voiture. Alors oui, je crois on pourra sortir en tout cas, mais je pense qu'il y aura, il y aura des possibilités de sortir. Parlons de pollution. Parlons de pollution. Un problème de la pollution, c'est qu'elle est invisible, en tout cas de près. Comment faire pour que cette pollution soit visible, devienne visible, pour qu'on prenne plus conscience de ce problème ? Qu'est-ce qu'on peut faire, ou qu'est-ce que vous faites avec Respire pour justement... T'as bien travaillé, Stan, hein. Ouais. Bravo. Ah ouais, c'est un très bon intervieweur et bon, c'est un plaisir de... Ouais, bon boulot. Alors, donc nous, on organise, et c'est une partie de notre mission chez Respire, on développe les balades capteurs, donc avec des air guides, et donc on se balade dans la ville avec des micro-capteurs de pollution. Et ça nous permet de voir, on va passer sur des axes, par exemple, on prédéfinit un trajet avec des petites montées, des zones un peu denses, des zones moins denses, des bouches de métro, des aires à métro. Et en fait, on fait une balade comme ça dans la ville,
n'importe laquelle d'ailleurs, parce qu'on a fait des balades à Paris, on a fait des balades à Saint-Denis, à Aubervilliers, on organise une balade à Montreuil, Bagnolet, enfin bon bref, on en fait partout où on peut, et partout où il y a de la demande. Et donc en gros l'idée c'est de se balader avec des micro-capteurs qui font à peu près cette taille. Je crois que je suis pas sûr d'en avoir. J'en ai peut-être un dans mon sac. Il y a même des capteurs qui se mettent sur smartphone maintenant. Oui, alors ils se mettent sur smartphone aussi, après il y a des... Non, je l'ai pas pris. Bon. La technologie. Et en gros, le capteur fait à peu près cette taille-là. Ouais, c'est ça. Ça fait à peu près cette taille. Et en fait, on a... alors, voilà, donc il faut savoir qu'aujourd'hui, pour capter la pollution, il y a deux solutions. Il y a soit les capteurs Air Parif, ou équivalents dans les autres zones de France, qui vont en fait modéliser la pollution. C'est-à-dire qu'ils ont une dizaine de capteurs. Et ils font un peu comme Météo France, ils modélisent. Donc c'est-à-dire que... pour Paris ou pour l'Île-de-France? Non, je crois que c'est pour l'Île-de-France, ouais. D'accord, C'est assez peu, mais c'est très cher, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Ah d'accord. D'accord. Donc, mais par contre, c'est extrêmement fiable aussi. Donc voilà. Et comme ils font de la modélisation, ils disent voilà, bah, telle zone, c'est pollué, etc. Parce qu'il y a les canyons, il y a les machins, il y a les effets de vent dominant, il y a les voilà. Donc c'est des calculs savants. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui bossent sur cette problématique-là. Et donc, nous, on a pris le contre-pied, entre guillemets, on va dire on fait de la mesure citoyenne. Et donc, on se balade avec nos capteurs en ville. Et donc, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que dès que vous passez derrière un bus au diesel et qu'il avance, vous avez le truc qui fait... La courbe qui monte, et pour redescendre après, etc. Et donc, c'est évidemment beaucoup moins fiable que les stations qui valent des millions d'euros. Mais en revanche, ça a l'intérêt d'avoir... C'est très pédagogique. Parce qu'en fait, vous vous rendez compte que en fait, la pollution est très locale. Si vous êtes sur un axe, malheureusement, parfois les pistes cyclables sont dans les voies de bus, enfin, pas les pistes cyclables, mais vous pouvez rouler avec les bus, ou les pistes cyclables sont près des grands axes. Et en fait, en général, c'est là où il faut mieux pas être. Il vaut mieux prendre les petites rues, où il y a peu de passages. Il vaut mieux prendre les coulées vertes, évidemment. Voilà. Et donc, donc évidemment, c'est les axes, les 2 fois 2 routes, les 2 fois 2 voies, qui pour nous sont des autoroutes urbaines, qu'il faut absolument abolir. Il faut arrêter ça, tout de suite. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, c'est maintenant. Hein. Donc nous, c'est un des combats qu'on est en train de mener à Vincennes. On a une 2 fois 2 voies qui passe, qui va qui va d'ailleurs de la place de la Nation et qui va jusqu'à Nogent-sur-Marne. Ça ne devrait plus exister aujourd'hui. Est-ce qu'on peut inviter Respire par exemple à faire une balade capteur chez nous? Comment ça se passe? On serait ravis, bien sûr. S'il y a des gens qui sont intéressés, bien sûr, on sera ravis de participer et de vous montrer comment on fait. Alors, sur les capteurs, donc on travaille avec des capteurs qui sont en open source. Donc nous, en fait, l'idée de Respire, c'est plus dangereux de prendre la voiture. Justement, la question pour les vélo-taffeurs en ville, est-ce que finalement c'est pas dangereux entre guillemets de prendre le vélo, dans le sens il y a le danger de la circulation, mais le danger aussi de respirer directement quand on est dans les bouchons hauts, de respirer directement toutes les pots d'échappement. En fait, le premier utilisateur qui subit la pollution, ça tombe bien quelque part parce que c'est celui qui la génère. C'est l'automobiliste, il est en plein dedans, parce qu'il est au niveau des gaz d'échappement. La pire place, c'est la place du bébé dans le siège bébé à l'arrière. C'est la pire des places. Lui, il se prend tout dans la gueule tout le temps. Donc, bon, c'est ce qu'il faut quand même commencer à le dire aux gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture. Bon, il y a des gens pour qui c'est vrai, mais bon. Excusez-moi. Oui, allez-y. Moi, j'ai une... Bon, vous faites des mesures instantanées. Ouais. Quelle valeur de référence vous prenez pour comparer? Justement, c'est citoyen. Donc c'est pas... Comment? Ah mais complètement. Non, complètement. C'est complètement. Ça n'a aucune valeur scientifique. Enfin, peu. On dit aux gens, regardez, il y a des rejets avec certains polluants, point barre. Non, alors c'est pas point barre. C'est-à-dire que vous avez des augmentations, en fait vous le voyez très bien. C'est-à-dire que quand vous êtes sur des axes passants, ça va augmenter. Donc vous avez, nous les capteurs aujourd'hui, les micro-capteurs, ils mesurent les PM10. Et là on est en train de fabriquer nous-mêmes un micro-capteur qui puisse faire PM10 NO2. Moi je trouve c'est dommage parce que vous avez la possibilité de faire plus. Non. Ah non. Alors, si, parce que ça, vous ne pouvez pas prendre des valeurs de référence.
France, mais vous pouvez prendre des conclusions d'études qui ont été faites et de prendre ces valeurs-là pour éventuellement avoir des indications. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non mais bien sûr. Notre C'est pas votre objectif. si, notre objectif, il est avant tout pédagogique, mais il est aussi scientifique. C'est-à-dire on s'amuse pas à raconter n'imôt quoi aux gens juste pour leur faire plaisir. Juste pour que les... Ouais. Parce que par rapport à Air Paris, c'est pas qualitatif, Oui. mais vous pouvez déjà avoir des points de qualité. Bien sûr, et nos capteurs sont calibrés en laboratoire, etc. Juste Évidemment. pour bien comprendre, tu dis c'est subjectif, ça mesure quand même de la pollution. Je veux dire, c'est pas. Bien sûr. Mais c'est juste pas aussi fiable La que. pollution en CO2. Enfin, Non, non, c'est pas un polluant. En fait, on mesure les particules fines, donc PM10, Mais pas PM2,5, par contre. PM2,5, on pourrait le faire à terme, mais et les NO2, on ouais, les NOx, oui, exactement. Et donc, pour l'instant, on arrive à faire les PM10 et peut-être les NO2. On sait qu'on peut le faire. Et on est en train de fabriquer notre propre capteur justement pour pouvoir y arriver. Et effectivement, à terme, il faudrait faire les PM2,5, bien sûr, et voir les nanoparticules, qui seront aussi très intéressantes. Et ces balades, parce que moi, ça m'intéresserait beaucoup de voir ces balades sur une carte graphique pour qu'on puisse les voir. Parce que si nous, on va le faire, on aimerait bien le mettre sur Internet, autant que tout le monde voit ça. Est-ce que quelque chose comme ça est prévu? Oui. Alors, il y a un logiciel pour ça, exactement. Nous, on travaille avec des chercheurs de Jussieu qui ont monté un groupe de travail qui s'appelle RC Design. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de faire les capteurs avec eux. On fabriquerait les capteurs avec eux. Vous les connaissez? Les cartographies. Non, mais je connais parce que je travaille. D'accord. Il peut y avoir une cartographie en un temps T. Tout à fait. Et en fait, vous avez la balade avec les niveaux, etc. Donc, mais encore une fois, c'est de l'indication. Ça n'a pas une valeur scientifique pure de dire, tiens, il y a tel taux de pollution, tel niveau de pollution. Si c'est rouge, par contre, si c'est rouge, on voit que c'est rouge. Exactement. Voilà, on serait quand même... Exactement. Ouais. Et donc voilà, et on fabrique les capteurs avec eux. Voilà. Et donc l'idée, c'est parce qu'on est complètement en open data et en open source. Et donc l'idée, c'est que toutes les données soient accessibles à tout le monde, bien sûr, et que aussi on puisse apprendre aux gens à fabriquer eux-mêmes leurs propres capteurs. Et ça nous paraît un moment aussi très important. Puisqu'en fait, vous pouvez acheter des capteurs dans le commerce. Il y a Plume qui en fait un qui, malheureusement, scientifiquement, ne vaut pas grand-chose, mais qui est très sympathique. Parce que c'est très bien pensé. Ils ont eu des millions d'euros pour le faire, etc. Donc, ils ont pu faire une belle appli, un très beau capteur. C'est un joli objet. En plus, c'est joli. Voilà, c'est joli, mais bon, malheureusement, scientifiquement, ça vaut vraiment pas grand-chose. Ouais. Bon, après, ça, c'est comme ça. Mais voilà. Alors, autre question. Il y a quelque chose qui, personnellement, m'énerve beaucoup. C'est quand on marche dans la rue et on voit des voitures qui sont à l'arrêt, mais avec le moteur qui tourne. Voilà, on avait discuté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, j'ai souvent des discussions avec ces personnes. J'essaie d'être poli. Qu'est-ce que je peux leur dire? C'est difficile, ouais. Alors moi je suis pareil, moi ça me rend dingue. Mais ouais, le problème c'est que ça se voit sur moi, c'est que je deviens rouge, Ouais. je commence à trembler un peu. Bon alors après c'est toujours très compliqué parce que, bon déjà, une personne qui s'arrête, qui laisse son moteur 1 minute ou 30 secondes avant de le couper, ça, évidemment, on peut pas lui hurler dessus, enfin je veux dire, tout le monde, moi ça m'est déjà arrivé aussi certainement. Mais en fait la question c'est combien de temps on laisse, et voilà. Et moi, il y a un truc qui m'insupporte, c'est les gens qui attendent d'autres personnes ou qui laissent leur moteur tourner pour avoir du chauffage, je sais pas quoi, etc. La climatisation. Oui, alors même pendant 5 minutes. Moi, pendant 5 minutes, déjà, ça m'en dingue. Et effectivement, en général, je vais voir les gens et je leur dis, voilà, excusez-moi, est-ce que vous savez que laisser votre moteur tourner, ça pollue? Ah bon? Ah, ça pollue même quand je roule pas? J'aurais 2 questions. Une remarque là-dessus, déjà pour commencer, vous nous avez dit tout à l'heure que le moteur diesel, quand il est chaud, il est moins polluant. Mais peut-être aussi, les gens ne veulent pas couper leur moteur pour que leur rendement soit optimal. Oui. Alors, c'est la première remarque. Okay. La deuxième question, c'est donc finalement, dans un premier temps, vous faites une évaluation de la situation, de la pollution, et vous avez pris l'hypothèse qu'en enlevant les voitures, on allait moins polluer. Alors, quelle est la part du local par rapport à la part du global? On sait que la pollution atmosphérique, elle est aussi liée aux conditions météorologiques et qu'elle peut être variée énormément, pas seulement à cause de la circulation, mais aussi parce qu'il y a des zones de pollution qui passent au-dessus de la ville. Donc, quelle est la part de cette pollution locale par rapport à la pollution globale? Et la question
ultérieure, c'est certes on va enlever les voitures, mais j'imagine que les voitures elles servent quand même à quelque chose, à déplacer des gens ou des marchandises. Et qu'est-ce qu'on a prévu d'ores et déjà pour faire face à ce problème? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la situation des transports en commun en Ile-de-France, c'est catastrophique. On est complètement saturé. Or, si on met ne serait-ce que 10% en plus, et c'est ce qu'a tenté de faire la RATP et la SNCF sur le RER, en essayant d'augmenter les cadences, mais en fait, c'est pire que tout, parce que le réseau se plante, et donc c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des trains réguliers toutes les 20 minutes, on a des trains, alors deux fois 5 minutes, puis ensuite une demi-heure. Donc, alors plus vos questions sont longues et plus je risque d'en oublier. Ouais, mais bon, mais non, mais je plaisante. Est-ce qu'on a prévu quelque chose pour faire en sorte que... C'est quoi la solution de backup? Voilà. Alors en fait, il n'y a pas. Alors il y a pas une solution évidemment. Il y a une multitude de solutions et il faut les envisager toutes ensemble. Il n'y a pas une solution. Peut-être qu'on pourra parler d'un cas concret, parce que quand on a parlé, pour préparer cet entretien, tu m'as parlé de ta visite à la Courneuve. Oui. Avec Respire, où il y a beaucoup de voitures. Ouais. Et donc là, les personnes qui habitent là-bas vont se poser cette question, mais comment on va faire? Il faut quand même transporter des choses. Qu'est-ce que, par exemple, si ces personnes disent, mais vous me dites que c'est quand même assez pollué, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la situation? Alors, donc la Courneuve, c'est un cas d'école assez intéressant parce qu'on est allé donc, à la Courneuve il y a 15 jours, invité par une asso de riverains qui faisait leur réunion de quartier. Donc, déjà, il s'appelle le quartier des 4 routes. Et pourquoi il t'avait invité? Parce qu'il s'était posé la question de la pollution de l'air. Est-ce que c'était pollué chez eux? Ça fait quand même une idée, hein, quand même. Ouais. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire contre ça? Et donc évidemment, c'est pas simple, hein. Il n'y a pas une solution miracle. Hein. Et effectivement, sortir toutes les voitures, oui, sinon... Enfin, et c'est même pas sûr que ça aurait pas été mis en place, mais en tout cas, il n'y a pas une solution miracle. Bref, pour reprendre sur la Courneuve, donc là où on était, en l'occurrence, on est allé à vélo, parce que nous, on circule, avec mon président, on circule tout le temps à vélo. Par principe aussi, et puis parce qu'on aime bien ça. Et donc là, on s'est rendu compte à quel point c'était catastrophique d'aller jusqu'à la Courneuve en vélo, parce que y a des coupures d'itinéraires cyclables, les bagnoles se garent sur les pistes cyclables, ça n'en a rien à foutre. Et donc on a dû prendre un coup, on était dans le trafic, mais sur des 2 fois 2 voies aussi, hein, donc c'est extrêmement anxiogène. Et en gros, on a proposé aux gens, on leur a fait un topo sur la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est, pourquoi, etc. Ce que ça fait aussi, parce qu'on se rend compte que plus il y a de... Et c'est là où on voit que la pollution est très locale, c'est-à-dire que plus vous avez des axes routiers, donc c'est extrêmement local, et plus vous avez de cas d'asthme. Et des enfants qui sont asthmatiques, des cas d'asthme dans les écoles. Des cas d'asthme, c'est des enfants asthmatiques, des cas d'asthme. Donc en fait, on a été voir par exemple dans des écoles à Pantin, qui est une ville qui est extrêmement polluée parce qu'elle est dans justement un couloir, il y a la 3, la 1 pas loin, la 86 qui passe aussi, je crois pas loin, enfin je connais pas très bien, mais en tout cas des écoles qui sont pas loin du périphérique aussi, où là on demande aux enfants est-ce que quelqu'un est asthmatique, levez la main, et là boum boum, on a 15 élèves qui lèvent le doigt sur 30. Et là on se dit c'est énorme. Et c'est là qu'on arrive à le voir. Évidemment, après, il y a des chiffres officiels et on sait que la pollution générée par le trafic automobile, mais il n'y a pas que ça. Hein. En Afrique, c'est pas le trafic automobile. Hein. En Afrique, c'est le kérosène qu'ils utilisent pour se chauffer, pour faire à bouffer, etc. Ou le chauffage au bois, bien sûr. Oui, non, mais il y a plein de sources de pollution et la voiture n'est pas la seule. Mais dans nos villes, en tout cas, c'est une source de pollution importante. Donc, on ne peut pas se séparer de la voiture du jour au lendemain. Il faut, et c'est vrai que c'est là où il y a une démission des autorités publiques, à cause notamment du temps trop court, je pense. Mais en même temps, c'est la vie démocratique, hein, mais c'est que 5 ans, c'est trop court pour prendre des vraies mesures. Pas le temps de mettre une solution en place. Et puis, en fait, là, ils pensent déjà à leur réélection dans 2 ans, donc on va rien faire contre les bagnoles, parce que sinon on va pas être élu, etc. Et surtout aussi, il y a beaucoup de croyances, encore, les gens pensent que s'ils font des trucs contre la voiture, ils vont pas être élus, ce qui n'est pas toujours le cas d'ailleurs. Enfin, on verra avec Hidalgo, je pense qu'elle a un peu peur, mais... Ça va être un bon test. Hein. Ça va être un très bon test, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc voilà, évidemment, il n'y a pas une solution miracle, mais je pense que la voiture, pour faire 1 kilomètre ou 2, aujourd'hui, il ne faut plus prendre la voiture pour faire 2 kilomètres. Comment les gens réagissent dans cette salle quand
tu leur as expliqué la situation dans laquelle ils se trouvent avec toutes ces routes, avec toute cette pollution, avec ces enfants malades. C'est quoi leur réaction? Alors la réaction, ça a été de dire, et alors qu'il y avait des représentants de la mairie qui étaient là. Aussi. Oui, ouais, c'était très bien d'ailleurs. De dire oui, mais le maire fait rien. Et alors évidemment, la mairie disait mais si, on a fait ça. Alors nous, c'est vrai qu'on a regardé avec notre regard neuf, on a dit bon, c'est vrai que peut-être que le maire a fait beaucoup de choses, ça on peut pas le juger. Mais en tout cas, nous, de ce qu'on a vu, il n'y a pas d'arceau vélo devant l'école, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Les pistes cyclables sont complètement interrompues par des gens qui sont garés dessus, c'est bizarre. Le maire a quand même un rôle d'officier de police judiciaire, donc il peut très bien dire qu'il va verbaliser les trucs, il peut le faire. Il y a des centres commerciaux qui poussent un peu à gauche à droite. Ça, c'est très mauvais. Si vous voulez lutter contre la bagnole, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est évidemment revitaliser les centres-villes plutôt que de faire des trucs qui poussent comme des champignons avec des espèces de malls. Et ça, on a vu là-bas. Et puis, certainement une démission aussi. Moi, il y a un truc qui m'a frappé à la Courneuve, c'est que quand j'ai dit il y a combien d'habitants ici, ils m'ont dit bah alors officiellement on est tant, officieusement on est 10 000 de plus. Et j'étais là, ah bon? Comment on peut avoir un tel delta en fait entre l'officiel et l'officieux? Oui, parce qu'en fait dans notre ville on a beaucoup de marchands de sommeil. Ok. Bon, j'ignorais, mais enfin j'ignorais. Et ça m'a choqué, Et donc ils savent pas combien d'habitants il y a réellement. Et, bon, alors qu'on ait une petite tolérance à 0,5% près, ça peut se comprendre, mais là c'était quand même assez gros. Et donc je pense que ça aide pas à mettre des politiques publiques en place quand vous savez pas combien vous avez d'habitants déjà, et quand vous savez pas où sont les poches de pauvreté, où sont, etc. Donc voilà, donc la Courneuve, et là on s'est dit avec mon copain et qui est aussi président, mon ami, Olivier, on s'est dit, on est quand même bien lotis, nous, à Vincennes, dans une ville où il y a des choses qui sont faites pour le vélo, il y a des choses qui sont faites pour les mobilités douces. Enfin, à la Courneuve, de ce qu'on a vu, nous, c'est vraiment pas le cas. Alors, et nous, ce qu'on a dit aux riverains, c'est, allez voir votre maire. Et dites-lui, nous, on voudrait qu'il y ait des aménagements qui soient faits pour les cyclistes, pour les piétons. Faites déjà ce que vous pouvez faire. Enfin, si vous commencez à verbaliser les gens qui se gardent n'importe où, alors après, peut-être qu'il faut envoyer l'armée, j'en sais rien, ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ça permettrait déjà aussi peut-être de faire entrer d'argent dans les caisses de la mairie, j'en sais rien. Enfin, il faut commencer à remettre un peu d'ordre dans ce truc-là. Et moi, nous, on a vu ça un peu comme un chaos urbain, quoi. Enfin, et que on a peut-être plus l'habitude de voir parce qu'on est dans des villes très propres, etc. Ça, c'est sans doute vrai. Mais en tout cas, il faut à un moment donné remettre de l'ordre un peu dans la ville, parce que on peut pas dire chacun se démerde et puis voilà, on se débrouille. Changer ça. On est tous armés, comme ça, si jamais il y a un accrochage, on s'engueule ou on se met un pain dans la gueule. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un moment donné, il faut que la ville elle soit un peu réglée, parce que sinon, on peut pas vivre. Il faut qu'on vive tous ensemble avec les vélos, les cyclistes, les handicapés, les poussettes, les machins, les automobilistes aussi, les trottinettes bien sûr. Et tu as l'impression que ça marche, ou vous vous êtes quitté sur ça, et puis maintenant il faut espérer que les riverains entament ce dialogue avec leur mairie? Alors la deuxième étape, c'est la balade capteur. Donc c'est-à-dire qu'on va se balader avec des capteurs, on va dire bon là les gars, là oui effectivement, vous habitez dans le centre là? Ça pue. Là vous êtes malade souvent? Oui. Okay. Et en fait ils nous ont dit aussi qu'ils étaient malades, qu'ils étaient beaucoup plus, qu'ils étaient de plus en plus malades de ça. Donc voilà. Donc il y a des signaux qui trompent pas quand vous avez la gorge qui gratte quand vous sortez de chez vous, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est clair, il n'est pas tout à fait sain. Et donc la deuxième étape c'est ça. Et il y a une étape aussi qui va être importante pour nous, pour faire prendre conscience aux gens de l'impact sanitaire de la pollution de l'air. C'est qu'on va sortir la carte des écoles et de la pollution aux abords des écoles. Et là on va avoir des surprises. Et les maires vont avoir des surprises. Et on se dit que les parents, s'ils sont un peu sensés, quand ils vont voir les niveaux de pollution dans lesquels leurs gamins vivent toute la journée, normalement ça devrait quand même les alerter un peu. Et donc les cartes, on sort ça pour toute l'Île-de-France. C'est quel calendrier Alors, normalement on aurait dû les sortir le 15 novembre. D'accord. Et on est le 4, 5, 6, 7 décembre et on n'a toujours rien. Et en fait, on a eu beaucoup de mal à avoir des données fiables. Parce que y a un peu de rétention d'informations, on croit, et on essaie de débrouiller ce truc-là. Voilà. Okay. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que pour beaucoup de gens, la voiture est quand même un élément d'ascension sociale. Et je pense que si on veut arriver, on ne fera pas en 2 ans, en 5 ans, mais c'est au moins une génération. Et le faire dès l'école ou
désintoxiquer les enfants des voitures. Et il y a un point quand même qui est assez remarquable, c'est que le nombre de jeunes qui ne passent plus le permis augmente chaque année très fortement. Et même certains commencent à se poser des inquiétudes, ils disent dans 20 ans, mais qui va acheter une voiture parce qu'ils n'auront pas le permis. Donc je pense que c'est peut-être pas beaucoup moins glorieux que faire des cartes, mais c'est beaucoup plus sûr sur le moyen long terme que de désintoxiquer peu à peu les gens à ça. Alors à Paris, l'avantage des gens, des milieux sociaux professionnels assez élevés, à Paris, c'est la ville le territoire le plus de France quand même, et donc plus d'un foyer sur deux à Paris n'a pas de voiture. En plus, il faut savoir qu'à Paris, le métro a été fait pour 3,5 millions d'habitants, ils ne sont pas 3,5 millions à Paris. Donc le métro, autant les RER qui sont en banlieue sont surbookés, le métro, à part les lignes qui vont en banlieue, les lignes de métro intra-Paris sont pleines, mais pas surbookées en général. On arrive à circuler dans Paris, ce qui n'est pas le cas des grandes couronnes. Alors, bon, on pourrait parler du problème de la pollution dans le métro, mais j'ai pas envie de faire peur à tout le monde. Moi, je peux dire que j'ai lu dans la presse, ce que je sors toujours comme statistique, sur le quai du RER, dans le centre de Paris, la pollution est 15 fois supérieure à ce qu'on retrouve en surface. Je voulais quand même, je propose de clôturer quand même et ensuite de commencer de parler entre nous. Oui, voilà. Juste deux dernières petites questions. La première question, c'est demain, il y aura la marche pour le climat. Quel message tu voudrais donner aux gens qui seront dans la rue? C'est compliqué parce que moi-même, je pense que je voulais participer jusqu'à hier, et en fait hier, on m'a dissuadé de participer parce que apparemment, ça va être quand même un sacré bazar. Et voilà, moi, en fait, j'ai une petite fille de 2 ans que j'emmène partout, à vélo, machin, etc., dans les manifs. Et là, je sais pas. Voilà. Il faut évidemment pas y aller avec un enfant, mais moi, je pense qu'une marche pour le climat, c'est ça aussi, normalement. Il faut que ce soit positif, il faut qu'on y croie, etc. Faire un truc avec un casque, etc., j'ai pas tellement envie de la faire. Donc, moi, je serais tenté de dire, n'y allez pas, attendez la prochaine, tant pis. Faites les coquelicots, c'est déjà pas mal. C'est un peu le petit truc, mais malheureusement ça tombe tous les premiers vendredis de chaque mois. Donc il faudra peut-être songer à faire je sais pas quoi, un rassemblement commun ou éventuellement changer les apéros. Parce que en fait, alors je fais un petit truc là-dessus, mais donc nous voulons des coquelicots, stop pesticides. Ça intéresse évidemment beaucoup de gens aussi parce qu'on s'en prend quand même plein, plein de pesticides dans l'organisme. Et c'est un truc, c'est quand même du bon sens. Et en fait, ils ont décidé de faire un rassemblement national le jour de la fête nationale du coquelicot, les premiers vendredis de chaque mois. Et c'est partout en France, donc voilà. Et donc nous on essaie de s'adapter à ça aussi. Parce que aller là-bas alors. Ben moi je pense parce que moi j'ai accepté ton invitation que je trouvais très sympa, etc. Mais c'est vrai que moi j'ai lancé à Vincennes et j'en ai pas raté pour l'instant. C'est la première que je rate. Et je suis un peu malheureux de l'avoir raté parce que c'est important aussi de mobiliser les gens là-dessus. Les gens se mobilisent. Merci d'être venu. Et ouais, non mais avec plaisir, avec grand plaisir par contre. Mais oui, ça a eu lieu avant, mais moi avec le trajet et tout ça, j'ai pas eu le temps de. Oui, à 18h30, oui, c'est ça. Ouais. C'est 18h30. Bien sûr, je sais. Oui, on aurait pu imaginer de le faire. Mais soyons des coquelicots. Et voilà, et donc c'est important parce que ça fait prendre conscience aux gens, à tout le monde, que c'est dangereux et que les agriculteurs commencent aussi à se dire tiens, effectivement, il y a peut-être un problème avec Il faut l'exprimer et il faut. Alors, excusez-moi, c'est un peu, je parle dans tous les sens, mais ça, c'est pas juste le glyphosate. Le glyphosate, c'est un problème parmi plein d'autres. Les pesticides, c'est un énorme problème qu'on a en France. Et les agriculteurs conventionnels, la pétrochimie a tout intérêt à ce qu'on continue à épandre. Il y a des solutions qui existent et il faut arrêter de croire ceux qui nous disent qu'on ne pourra pas nourrir l'humanité en produisant en bio. C'est absolument faux. Voilà, je ferme la parenthèse. Et juste dernière question, ton engagement personnel qui est très dynamique, je sens que tu es vraiment très passionné par ça. Ça vient d'où? Qu'est-ce qui te motive à sortir autant d'énergie pour autant de causes qui se résument quand même à un combat écologique? Ça vient d'où? C'est difficile ça vient je pense pour partie par mon éducation, enfin mes parents. Alors il y a effectivement un lien avec les Pays-Bas peut-être, certainement, enfin en tout cas pour tout ce qui touche au vélo, à la planète certainement aussi, à plein de choses. Et puis après une espèce d'ouverture. Comme toi, j'ai fait une fac de philo, je sais pas, je pense que ça ouvre aussi... à Vincennes. Alors moi c'était à Paris 8, mais c'était pas à Vincennes, c'était à Saint-Denis. Et puis je m'y suis mis. Alors j'ai pas toujours été un écolo enragé.
J'ai roulé moi-même en scooter pendant quelques années dans Paris. J'avais un vélo et un scooter, oui. Et oui, c'est vrai. Oui, et puis je le revendique pas évidemment, mais je l'assume complètement. J'ai fait ça et j'ai roulé vite aussi, ce qui est une catastrophe. Enfin, maintenant je m'en rends compte et je m'en rends compte depuis. Moi, ça fait 10 ans que j'ai plus de scooter, et ça fait 15 ans par exemple que je le prenais de moins en moins. Mais il y a pendant 5 ans, j'ai pris mon scooter, j'ai travaillé avec mon scooter, donc etc. J'ai commencé comme coursier pour Libération, donc je distribuais Libération la nuit dans les boîtes aux lettres. Et donc voilà, donc je suis passé par là aussi, et l'engagement il s'est fait au fil de temps, et puis enfin je trouve qu'il y a une vraie urgence moi je trouve qu'on s'en rendait peut-être moins compte il y a 15 ans, enfin en tout cas moi je m'en étais pas rendu compte, et je pense que maintenant on n'a plus le droit de dire est-ce qu'il y a vraiment un problème. C'est une obligation maintenant. Moi en tout cas je m'oblige de le faire. Et puis alors il y a un autre truc que je voulais vous dire qui me semble très important. C'est pas le tout de dire est-ce qu'il y a un problème, la question c'est aussi de dire est-ce qu'il y a une solution. Mais il y a plein de solutions, et et la solution c'est déjà de commencer à faire quelque chose, et ça c'est la solution. Alors, on ne peut pas être écologiste depuis 50 ans, parce que là, les solutions, on a du mal à les voir venir, en fait. Oui, mais chacun fait sa part, enfin, je veux dire... D'accord. Bon, moi je propose qu'on termine l'enregistrement sur ça. Chacun fait sa part. Merci beaucoup, Franck-Olivier, d'être avec nous. Et puis, on pourra parler librement pour répondre à des questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez.